Le son de notification de mon téléphone déchira le silence de mon minuscule studio comme un couteau. Il était 23h47, un mardi soir, et j'étais penché sur mon ordinateur portable, les yeux brûlants après avoir fixé des feuilles de calcul pendant plus de 6 heures. Les chiffres se mélangeaient tandis que je calculais et recalculais mon budget mensuel, essayant de faire crier chaque dollar jusqu'à sa dernière goutte. Travailler à 2 emplois tout en terminant mon diplôme en gestion n'avait rien de glamour, mes mains étaient en permanence tachées de café à cause de mon service du matin au café, et mes soirées étaient absorbées par la saisie de données pour un petit cabinet comptable. Mais chaque centime comptait pour réaliser mon rêve, ouvrir ma propre agence de marketing. L'appartement autour de moi racontait l'histoire de mes sacrifices. Des meubles provenant d'Emmaüs ou de vide-grenier, un matelas à même le sol qui faisait office de canapé, des murs décorés de tableaux de vision plutôt que d'art coûteux. J'avais calculé que si je continuais ce mode de vie encore 18 mois, en épargnant 80% de mes revenus, j'aurais assez pour verser un acompte sur un prêt professionnel et couvrir 6 mois de frais d'exploitation. Je jetai un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un autre email de spam ou peut-être à un texto tardif de mon groupe d'études concernant la présentation du lendemain. Mais mon sang se glaça. Les mots semblaient scintiller et danser, mon cerveau refusant d'en comprendre le sens. Je clignai des yeux avec insistance, convaincu que ma vue fatiguée me jouait des tours. Mes mains tremblaient lorsque j'actualisais l'application bancaire, certaine qu'il devait s'agir d'une erreur. Mais c'était bien là, en noir et rouge, implacable, ma limite de crédit atteinte, mon score de crédit soigneusement maintenu à 780 prêt à s'effondrer, et mon avenir financier ne tenant plus qu'à un fil. 42 000 $. Ce chiffre semblait pulser à l'écran, se moquant de mes 3 années de dépenses maîtrisées, de tous ces repas de nouilles instantanées préférés aux sorties au restaurant, de mes longues marches pour éviter de payer un Uber, de tous les « non » prononcés à chaque invitation dépassant 20 $. Je me rappelais l'humiliation de devoir décliner l'invitation au mariage d'une amie faute de pouvoir payer le voyage. Les nuits où je m'étais couché le ventre vide pour ne pas rompre mon budget strict. Les fois où j'avais porté des chaussures trouées jusqu'à pouvoir m'en acheter une nouvelle paire. Chaque sacrifice avait eu un sens, car je construisais quelque chose. Mon score de crédit n'était pas juste un chiffre, c'était ma dignité, mon indépendance, la preuve que l'on pouvait me faire confiance. Je l'avais protégé comme un trésor sacré, sachant qu'il était mon sésame pour obtenir des prêts professionnels, louer un appartement, vivre cette vie d'adulte que je bâtissais patiemment, brique après brique. Le poids de ce que cela signifiait s'abattit sur moi par vagues. L'appartement dans lequel j'étais censé emménager le mois prochain envolé. Le prêt professionnel pour lequel j'avais déjà été préapprouvé anéanti. Le respect que j'avais gagné auprès de mes professeurs, de mes employeurs, de mes amis qui me voyaient comme une personne fiable et responsable, tout cela souillé par une décision que je n'avais jamais prise. Mon premier réflexe fut la panique. Avais-je été piraté? Était-ce un vol d'identité? Mes doigts volèrent sur le clavier alors que je me connectais à tous mes comptes, changeais tous mes mots de passe, cherchais le moindre signe d'une faille de sécurité. Rien. La transaction était légitime, effectuée avec tous les bons codes de sécurité et les bonnes informations. Mais comment cela était-il possible, alors que je n'avais fait aucun achat? Puis, comme une vague glacée me submergeant, la vérité commença à émerger. Il n'y avait que 3 personnes à qui j'avais confié mes informations de crédit, à qui j'avais donné mon numéro de sécurité sociale et mes données personnelles pour des cas d'urgence, mes parents, et ma petite sœur Emma. Le souvenir me frappa comme un coup physique. 3 ans plus tôt, lorsque j'avais commencé à construire mon historique de crédit, mes parents avaient insisté pour que je leur partage mes informations, au cas où. Ils semblaient si fiers de ma responsabilité financière, se vantaient auprès de leurs amis de leur fille, si matures avec l'argent. J'avais été honorée de leur confiance, reconnaissante de leur soutien. Ils avaient co-signé ma première demande de carte de crédit, m'avaient aidé à comprendre l'importance de l'historique bancaire. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est intelligent d'avoir de la famille en cas d'urgence, avait dit ma mère, sa main chaude sur mon épaule pendant que je remplissais les formulaires. On est tellement fiers de ta maturité. J'avais cru chaque mot. J'avais interprété leurs conseils comme des preuves d'amour, leur implication comme une forme de protection. Comme j'avais été naïve. Emma était à la fac, peinant à se payer ses manuels scolaires, travaillant à la bibliothèque du campus pour un salaire minimum. Elle m'envoyait des photos de ses repas de riz et haricots, plaisantant sur son régime gourmet d'étudiante. Elle ne ferait jamais ça, elle ne le pourrait pas. Elle comprenait ce que c'était de lutter, comprenait la valeur de chaque dollar. Mes parents. Les mêmes parents qui revenaient à peine d'une croisière qu'ils avaient fièrement affichée sur les réseaux sociaux. Les mêmes parents qui,
depuis des mois, laissaient entendre qu'ils voulaient une voiture plus récente et plus fiable. Les mêmes parents qui avaient toujours, d'une façon ou d'une autre, attendu de leurs enfants qu'ils règlent leurs problèmes financiers pendant que vivaient comme si l'argent poussait sur les arbres. Les mains tremblantes, je composais leur numéro. Une sonnerie, 2, 3. En fond sonore, j'entendais des rires, de la musique, les bruits sans équivoque d'une fête en pleine effervescence. Les basses résonnaient dans le haut-parleur du téléphone, j'entendais le tintement des verres, les voix de gens qui s'amusaient follement. Pendant que ma vie s'effondrait, je faisais la fête. Allô ? La voix de ma mère était pâteuse, rieuse, celle de quelqu'un qui avait déjà bien profité de sa soirée. Maman, c'est moi. Il faut que je te demande quelque chose d'important. J'essayais de garder une voix calme, professionnelle, leur accorder le bénéfice du doute même si mon monde s'écroulait autour de moi. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. As-tu utilisé ma carte de crédit ? Il y a un achat de 42 000 $ chez un concessionnaire automobile. Un silence. Des voix étouffées en arrière-plan. J'entendis ma mère dire quelque chose à quelqu'un, sans doute en couvrant le téléphone de la main. Puis un rire pas gêné, pas désolé, mais amusé. Puis la voix de mon père prit le relais, forte, dédaigneuse, avec cette assurance typique d'un homme qui n'avait jamais fait face à de véritables conséquences. Ah oui, ça. On a acheté une voiture. Ne t'en fais pas. Le ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo ou d'un achat banal au supermarché, me frappa de plein fouet. En 6 mots, il venait de balayer d'un revers d'indifférence toutes mes années de sacrifice, mes rêves, mon avenir. Ne t'en fais pas. Comme si une ruine financière était un simple détail dont je n'avais qu'à choisir de ne pas me préoccuper. Ne t'en fais pas. Papa, c'est toute ma limite de crédit. Tu n'as pas demandé la permission. Tu ne m'as même pas prévenu. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Tu te rends compte que ça peut ruiner mon score de crédit, anéantir mes projets professionnels, compromettre mon dossier pour l'appartement. Écoute, ma grande, m'interrompit-il, et je pouvais presque entendre ses yeux rouler, ce ton condescendant qu'il utilisait quand il me trouvait trop dramatique. On avait besoin d'une voiture, tu avais un bon crédit, et on savait que tu allais juste t'inquiéter pour rien. Ce n'est pas si grave. Pas si grave. Mes poings se serrèrent. 3 ans de sacrifice pas si grave. Mon avenir méticuleusement planifié pas si grave. La confiance que je leur avais donnée pas si grave. Pas si grave ? Ma voix se brisa, et je détestais à quel point je semblais jeune et blessée. Vous venez de tout ruiner. Mon score de crédit, mes plans d'entreprise, ma demande d'appartement qui doit être déposée la semaine prochaine, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Le bruit de fond s'amplifia, quelqu'un avait monté la musique, et j'entendais des cris de joie. Je pouvais imaginer la scène, mes parents chez des amis, un verre à la main, entourés de gens qui ne sauraient jamais et ne se soucieraient probablement pas de la fille dont ils venaient de détruire la vie par pure commodité. J'entendais ma mère rire à une blague lancée par quelqu'un, totalement inconsciente de la conversation qui, à cet instant précis, détruisait ma vie. Le son de son rire, alors que je m'effondrais, était comme du sel sur une plaie béante. Écoute, dit mon père, sa voix désormais agacée, comme si j'étais la déraisonnable dans cette histoire, c'est censé être une soirée agréable. On fête la retraite de Jim, et toi, tu viens gâcher l'ambiance avec ton drame. Drame ? Il venait de qualifier le vol de mon avenir financier de « drame ». Arrête de nous déranger, lança-t-il brusquement, l'alcool et l'irritation suintant de chaque syllabe. On s'amuse à une fête, là. On parlera de tout ça plus tard. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Arrête de nous déranger. J'étais un dérangement parce que j'osais poser des questions sur le vol de mon avenir. J'étais l'importune dans leur soirée de plaisir. La victime devenait l'obstacle au bon temps des coupables. À cet instant, assise dans mon petit appartement vide, avec ma vie en ruine autour de moi, écoutant mes parents balayer ma douleur pour retourner à leur fête, quelque chose de fondamental changea en moi. Pas de la colère, pas encore. De la lucidité. Les personnes en qui j'avais eu le plus confiance au monde m'avaient trahi de la manière la plus calculée qui soit. Ils avaient planifié cela. Ils en avaient parlé. Ils avaient décidé que mes rêves comptaient moins que leurs envies. Et face à mes reproches, ils ne ressentaient ni culpabilité, ni remords, ni responsabilité. Ils étaient simplement agacés d'avoir été interrompus. Quelque chose se brisa en moi. Pas en rage, pas encore. En clarté. Parfait, m'entendis-je dire, ma voix désormais calme, presque enjouée.
Ce sera encore plus amusant quand vous rentrerez à la maison. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Pendant un instant, je restais là, dans le silence de mon appartement, fixant le téléphone dans ma main. L'écran était devenu noir, reflétant mon visage pâle, choqué, mais étrangement déterminé. Dehors, la ville continuait son rythme, inconsciente du fait que mon monde venait de basculer. Puis, comme un barrage qui cède, tout ce que j'avais retenu déferla. Je pleurais pour les rêves soudainement rendus impossibles, pour la confiance brisée en 1000 morceaux à mes pieds, pour cette croyance naïve que la famille signifiait protection plutôt qu'exploitation. Je pleurais pour la jeune femme qui croyait que la fierté de ses parents était réelle, qui pensait que leur soutien était sans condition. Mais à mesure que les larmes coulaient, autre chose grandissait en moi. Pas seulement du chagrin, mais du carburant. Pas seulement de la douleur, mais une détermination. J'avais appris une chose précieuse durant cet appel, j'étais désormais seule. Et curieusement, c'était libérateur. Je m'essuyai le visage du revers de la main et regardai mon petit appartement avec un regard neuf. Ce n'était pas le résultat de la malchance ou d'une mauvaise planification. C'était le résultat d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Et si je ne pouvais pas compter sur les autres pour protéger mon avenir, alors je devrais devenir assez forte pour le protéger moi-même. Les larmes ne résoudraient rien. L'action, si. Et je n'avais jamais été aussi prête à agir de toute ma vie. Je m'essuyai à nouveau le visage et j'ouvris mon ordinateur portable. S'il voulait jouer avec mon avenir financier, alors je jouerais pour gagner. D'abord, j'appelai la concession automobile. Automax était fermé, mais leur ligne de garde me mit en relation avec un service de sécurité. J'expliquai la situation que mes parents avaient utilisé mon crédit sans autorisation pour acheter un véhicule. Le représentant se montra compréhensif, mais m'expliqua que, puisque l'achat comportait toutes les bonnes informations et semblait légitime, je devais porter plainte pour fraude si je voulais contester la transaction. Fraude. Le mot avait un goût amer, mais il était juste. Ensuite, j'appelai les 3 principales agences de crédit et plaçai des alertes de fraude sur mes comptes. Puis je contactai ma société de cartes de crédit et expliquai la situation. Ils gelèrent immédiatement mon compte et lancèrent le processus de litige, tout en me prévenant que cela pourrait prendre entre 60 et 90 jours pour être résolu. Alors que je travaillais toute la nuit à protéger méthodiquement ce qu'il restait de ma vie financière, je compris une chose que mes parents, eux, ignoraient visiblement: chaque action a des conséquences, et ces conséquences ne s'arrêtent pas pour une fête. Je fis des recherches sur les droits des locataires et découvris que ma demande de bail pourrait être retardée en raison du litige de crédit. J'appelai le bureau du propriétaire et laissai un message détaillé expliquant la situation, en y joignant les documents liés à la plainte pour fraude. Madame Patterson m'avait toujours apprécié, j'étais la locataire qui payait en avance et ne causait jamais de problème. Je devais espérer que cette bonne réputation me viendrait en aide. Puis, je fis quelque chose qui me surprit moi-même, j'appelai ma patronne de l'agence marketing où je travaillais à mi-temps. Sarah Chen était une femme qui avait bâti son entreprise à partir de rien, qui comprenait à la fois les épreuves et la détermination. Sarah? C'est Maya. Je sais qu'il est tard, mais j'ai un souci. Je lui expliquai tout le vol, le crédit endommagé, ma situation de logement précaire, la manière dont mes parents avaient ignoré ma crise pour continuer à faire la fête. Je lui demandai s'il y avait des projets supplémentaires à prendre, un moyen quelconque d'augmenter mes heures ou mes revenus. Sarah resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix était douce mais pleine de force. Maya, j'ai traversé quelque chose de similaire avec ma propre famille quand je construisais mon entreprise. Des détails différents, mais la même trahison de confiance. Laisse-moi te poser une question: à quel point veux-tu leur prouver qu'ils avaient tort? Plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit dans ma vie, répondis-je sans hésiter. Parfait. Parce que j'ai une proposition pour toi. Nous cherchons quelqu'un pour gérer nos nouveaux comptes de réseaux sociaux et la communication avec les clients. Ce n'est pas le travail le plus glamour, mais il est bien payé et tu peux le faire à distance. Plus important encore, ça te donnerait une vraie expérience de gestion de campagne marketing pour des clients réels. Considère ça comme un apprentissage pour l'agence que tu vas fonder. À 4 heures du matin, je n'avais pas juste un plan. J'avais une feuille de route vers une vie meilleure que tout ce que j'avais imaginé. Pas juste pour survivre, mais pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je déposerai plainte, non par vengeance, mais par justice. Je poursuivrai les charges de fraude jusqu'au bout, non pour punir, mais pour poser des limites claires à ce qui est acceptable ou non. Je documenterai chaque conversation, chaque conséquence financière, chaque opportunité perdue à cause de leur égoïsme. Mais surtout,
j'utiliserai cette trahison comme carburant pour devenir la version la plus accomplie de moi-même. L'agence marketing dont j'avais toujours rêvé ouvrir, un jour, deviendrait une réalité, née non pas du confort, mais de la nécessité. Je commencerai petit, avec des clients en freelance, tout en reconstruisant mon crédit. Je prouverai que leur tentative de saboter mon avenir n'avait fait que renforcer ma volonté de réussir. Alors que le soleil se levait sur la ville, inondant mon petit appartement de lumière dorée et de possibilités, je fis un dernier appel. À la seule personne de ma famille qui ne m'avait jamais déçu. À Emma. Maya? Il est super tôt, tout va bien? La voix de ma sœur était encore embuée de sommeil, teintée d'inquiétude immédiate. Emma avait toujours été ma protectrice, même si elle était plus jeune. Elle avait ce genre de cœur qui ressent la douleur des autres comme si c'était la sienne. Je lui racontais tout. Le vol, la fête, l'indifférence totale de nos parents face à la destruction qu'ils avaient causée. Je lui racontais les heures passées à bâtir des murs pour protéger ce qu'il me restait, les plans que je préparais pour renaître de cette trahison plus forte que jamais. Emma pleura pour moi, pour la famille que nous pensions avoir, pour l'innocence que nous avions toutes les deux perdue en un seul appel. Mais à travers ses larmes, j'entendais autre chose, de la fierté. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, » murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à croire qu'il riait et faisait la fête pendant que ton monde s'écroulait. »« Maya, je suis tellement désolée. »« Ne sois pas désolée pour eux, » dis-je fermement. « Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Je vais construire la vie que je mérite, » dis-je, et au moment où ces mots franchirent mes lèvres, je sentis leur vérité s'ancrer au plus profond de moi. Et je vais m'assurer qu'ils comprennent qu'exploiter sa famille n'est pas sans conséquences. Pas pour me venger, mais parce que certaines leçons doivent être apprises. Il y eut un silence, puis la voix d'Emma traversa le fil, claire et forte malgré ses larmes. Je suis fière de toi. Et Maya? Quand tu lanceras ton agence, je veux être ta première employée. Je souris pour la première fois depuis l'alerte de crédit. Marché conclu. Encore une chose, ajouta Emma, sa voix devenant plus tranchante, plus assurée que je ne l'avais jamais entendue. Ne les laisse surtout pas te faire culpabiliser quand les conséquences commenceront à tomber. Ils ont mérité chaque chose qui leur arrive. Ma petite sœur, sage bien au-delà de son âge, venait de me donner la permission de ne plus protéger ceux qui ne m'avaient jamais protégée. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un petit bureau professionnel, modeste mais lumineux, où l'on pouvait lire sur la porte en lettres élégantes, Phoenix Marketing Solutions. Le nom n'avait pas été choisi au hasard, les phénix renaissent de leurs cendres, après tout. Et moi, j'étais sortie des cendres de tout ce que je croyais savoir sur la famille, la confiance, et ma propre force. Le bureau n'était pas grand, mais il était à moi. Chaque meuble avait été choisi avec soin, chaque décoration gagnée à la sueur de mon front. Les murs n'étaient pas recouverts d'art coûteux, mais de cartes de remerciement de clients satisfaits, de certificats de formation en ligne suivis lors de nuits blanches, et d'une copie encadrée de ma licence d'entreprise, preuve que les rêves peuvent survivre même aux trahisons les plus dévastatrices. Mon téléphone vibra, un message d'un client potentiel, quelqu'un qui avait entendu parler de mon travail par le bouche à oreille. En 3 mois, j'étais passée de victime à entrepreneur, de ruinée à stable financièrement. Le travail était exigeant, les heures longues, mais chaque réussite avait le goût d'une victoire, pas seulement pour mon entreprise, mais pour la personne que j'avais décidé de devenir. Mes parents étaient finalement rentrés de leur fameuse soirée, pour trouver des policiers les attendant avec des questions sur une fraude bancaire. La scène selon Emma avait été, la plus honteuse que je les ai jamais vue. La voiture avait été saisie quand ils avaient manqué les paiements qu'ils n'avaient jamais prévu d'honorer. Leur croyance que je finirais par passer l'éponge et prendrais la responsabilité de leurs dettes s'était révélée spectaculairement fausse. Leur cercle d'amis avait été témoin de leur arrestation. Leur réputation dans leur petite communauté s'était effondrée, tout comme ils avaient essayé de ruiner la mienne. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans leur chute, elle se trouvait dans ma propre ascension. Les procédures juridiques étaient toujours en cours, mais j'avais déjà gagné la bataille qui comptait le plus. Pas par vengeance, mais par résilience. Leur tentative de voler mon avenir m'avait au contraire libéré de l'obligation de les inclure dans celui-ci. J'avais appris qu'il y a parfois des cadeaux déguisés, le plus grand que quelqu'un puisse vous faire, c'est de vous montrer clairement qui il est. Et ce cadeau, je l'avais reçu haut et fort. Emma avait demandé un transfert vers une université plus proche de mon nouveau bureau. Elle travaillait à temps partiel tout en terminant ses études. Fidèle à sa promesse, elle était devenue ma première employée officielle, apportant avec elle cette loyauté et cette éthique de travail qui l'avaient toujours rendue si unique.
Elle était tout ce que nos parents n'avaient jamais été, fiable, présente, réellement fière de mon succès plutôt qu'envieuse. Un soir, alors que nous fermions le bureau ensemble, elle me demanda. Tu le regrettes parfois? Avoir engagé des poursuites, je veux dire. Avoir rendu tout ça si public. Je pris le temps de réfléchir à la question. Je regrette que ça ait été nécessaire, répondis-je enfin. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. Et je ne regrette pas d'avoir envoyé le message que chaque action a des conséquences, surtout quand cela vient de la famille. Ce soir-là, assise dans mon bureau, en train d'examiner des contrats de 3 nouveaux clients et de planifier une expansion qui me permettrait d'embaucher 2 personnes supplémentaires, je repensais à cette nuit où mon monde s'était effondré en un seul coup de fil. J'avais dit à mon père que ce serait encore plus amusant quand il rentrerait, pensant prononcer une menace mêlée de douleur et de colère. Je n'avais pas réalisé que je venais de me faire une promesse à moi-même. Le vrai amusement commençait, mais cette fois, c'était ma fête, mes règles, mon avenir que je célébrais. Je pensais à cette fille, assise dans son studio exigu, entourée de meubles de seconde main et de rêves qui semblaient inaccessibles. Elle avait tellement peur de décevoir les autres, tellement besoin d'être approuvée, prête à s'oublier pour le confort des autres. Cette fille avait disparu, remplacée par une femme qui savait que la seule approbation qui comptait vraiment était la sienne. Mon téléphone sonna. Je regardai l'identifiant. C'était un numéro inconnu, mais je répondis tout de même. Les clients potentiels appellent à toute heure, et j'avais appris à toujours rester disponible quand une opportunité frappe à la porte. Phoenix Marketing Solutions, Maya à l'appareil. Maya? La voix était hésitante, plus âgée. C'est ton père. Je me renversai dans mon fauteuil, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. 6 mois plus tôt, cet appel m'aurait submergé de culpabilité et de doute. Aujourd'hui, je ne ressentais qu'une curiosité calme. Bonjour, dis-je, d'un ton neutre. Il s'éclaircit la gorge. Je voulais te parler. De ce qui s'est passé. De la voiture, des affaires juridiques, de tout. D'accord, répondis-je, ni encourageante, ni fermée. Ta mère et moi, on n'avait pas compris à quel point c'était grave pour toi. On pensait que tu exagérais, mais maintenant. Sa voix s'éteignit. Maintenant qu'ils avaient fait face à de vraies conséquences, ils comprenaient. Maintenant que leurs amis savaient, ils se souciaient de l'impact. Maintenant que leur petite vie confortable avait été perturbée, ils voulaient faire amende honorable. Je t'écoute, dis-je. On veut arranger ça. Te rembourser, t'aider à réparer ton crédit, peut-être même à développer ton entreprise. Papa, l'interrompis-je doucement, mon crédit va très bien maintenant. Mon entreprise est florissante. Je n'ai plus besoin de votre aide. Le silence s'étira entre nous, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Je n'étais plus en colère, la colère demande de l'énergie, et j'étais trop occupée à construire quelque chose de beau pour en gaspiller sur le passé. Je suis fière de ce que tu as accompli, dit-il enfin, et pour la première fois de toute la conversation, sa voix semblait sincère. Je sais que je n'ai pas le droit de l'être, mais je le suis. Merci, répondis-je, et je le pensais. Mais papa? La prochaine fois que tu fais la fête et que quelqu'un te contacte avec une urgence, écoute-le. Parce que, oui, ce sera peut-être vraiment plus amusant en rentrant si tu gères les choses correctement dès le départ. Je raccrochai doucement. Pas avec colère, mais avec un sentiment d'achèvement. Certains chapitres ne se terminent pas avec des explosions, mais avec le léger clic d'une porte qu'on ferme sur ce qui ne nous sert plus. Et personne ne pourrait jamais me reprendre cela. Parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un peut vous faire, c'est de vous montrer exactement qui il est. Mes parents m'avaient offert ce cadeau lors d'une fête, entouré de musique et de rire, pensant être malins pendant que j'étais naïve. Ils s'étaient trompés sur presque tout. Mais ils avaient eu raison sur une chose. C'était effectivement plus amusant quand ils sont rentrés à la maison. Juste, pas comme ils l'avaient imaginé. La différence, c'est que j'avais appris à créer mon propre plaisir, à bâtir mon avenir, à faire confiance à mon propre jugement. Et ça, je le compris en éteignant les lumières de mon bureau et en rentrant chez moi, dans mon nouvel appartement, celui pour lequel j'avais été approuvée grâce à mon crédit reconstruit et mes revenus stables. C'était la plus grande des victoires. Ils s'étaient trompés sur presque tout. Mais ils avaient eu raison sur une chose. C'était vraiment plus amusant quand ils sont rentrés chez eux. Juste, pas de la façon dont ils l'espéraient.